Vous êtes un empereur reconnu et renommé, et malheureusement, les choses vont commencer à se gâter. Dans votre empire, les différents fléaux vont vous impacter, incendies, maladies, sécheresses, etc. Et évidemment, le peuple s'en remettra à vous afin de les sauver. On va parler aujourd'hui d'Empire's End, donc proposé par Lucky Duck, qui va vous permettre d'enchérir sur le futur de votre empire. Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il faut savoir concernant donc Empire's End, et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce jeu de Lucky Duck Games, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir envoyé donc cette copie. On voit ça tout de suite. Et le voici, cet Empire's End, un jeu de John D. Clair, Empire's End, gloire et déclin. Donc un jeu édité par Lucky Duck Games. Donc là je l'ai mis en place, alors je vais mise en place entre guillemets 3 joueurs, même si en réalité j'ai mis juste un joueur en place. Et le plateau côté 3-4 joueurs, il y a un plateau côté 2 joueurs, mais je le dis clairement maintenant, à 2 joueurs c'est quand même moins amusant et intéressant je trouve. 3 et 4 joueurs, donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre de ce côté-là, mais finalement pour les explications, ça ne changera absolument rien. Donc pour la mise en place, vous mettez du coup le plateau en place sur la face correspondante au nombre de joueurs. Sur la première case, vous allez mettre le jeton du temps, du sablier, c'est un compte tour, vous le placez. Donc sur la première case, vous allez mettre les jetons donc, de tous les joueurs, les jetons de scoring, et bien sur la case 0, bien évidemment. Vous allez mélanger le paquet fléau, donc ce sont toutes ces petites cartes, là vous allez mélanger, vous le placez, voilà, à disposition. Les cartes conflits, même principe, hein, vous les mélangez, vous les mettez à disposition, vous mettez en place les différentes ressources, et à chaque joueur vous allez attribuer 2 haches, 2 blés, 2 marteaux, 2 pièces et 2 feux. Tout ça vous le cachez derrière un paravent. Là pour les besoins de la vidéo je ne le mets pas, mais sachez que toutes ces ressources sont cachées, si ce n'est le feu on s'en fiche, ce sont des marqueurs, mais en gros voilà, vous avez un verso qui en plus vous indique quelques précisions quant aux effets que vous allez pouvoir déclencher sur les différentes phases. Pour le besoin de cette vidéo, je le répète, je ne mets pas le paravent juste pour que vous puissiez voir, mais gardez bien en tête que toutes les ressources sont cachées, donc à moins que vous ayez un tryharder dans votre team de joueurs qui s'amuse à compter la moindre dépense, la moindre ressource, eh bien normalement vous n'avez pas accès au nombre de ressources que chaque joueur possède à l'instant T. Voilà, vous allez déterminer un premier joueur qui récupère ce jeton là qui est le jeton du temple. À savoir, je précise que c'est la version Deluxe que j'ai là, je ne sais plus tout à fait quelle est la différence, il me semble qu'il y a moins d'inserts de rangement et que ces jetons là ne sont pas tout à fait comme ça, je crois, mais c'est à prendre avec des pincettes ce que je suis en train de dire, mais voilà, sachez qu'en tout cas si vous avez le jeu et que vous ne possédez pas l'intégralité des éléments affichés ici, c'est probablement dû à ça. Voilà, vous allez avoir donc, je reviens à la mise en place, à mettre en place toutes vos tuiles qui composent votre empire. Donc le premier joueur va prendre la totalité des tuiles, donc pour vous montrer, vous avez ce type de rangement là, donc un joueur va prendre un rangement comme ça, va prendre toutes ces tuiles, et le premier joueur va mélanger ces tuiles et les placer aléatoirement sur cette piste qui va de 1 à 11, donc évidemment au préalable, vous placez la petite piste, et tous les joueurs vont devoir reproduire cette mise en place de manière identique. On ne fait pas d'asymétrie à ce niveau-là. Enfin, pas encore. Mais en tout cas, vous répétez, donc là, j'ai mis la voie qui vaut 17, la ferme qui vaut 8, etc. Et donc les autres joueurs vont devoir faire la même chose. Et dernière chose, donc, c'est que vous allez devoir piocher 4 cartes pour chaque joueur, 4 cartes dans le paquet fléau pour chaque joueur, afin qu'ils puissent accéder donc déjà à des cartes dès le début de la partie. Et une fois que vous avez fait ça, bien la mise en place est effectuée. Donc c'est très simple à mettre en place, ça prend pas beaucoup de place, hein. Vous voyez, c'est une petite boîte, hein. Je peux vous la remontrer, hein, cet Empire's End, c'est vraiment une petite boîte. Et mais on va voir qu'il y a pas mal de choses quand même, c'est pas la taille de la boîte, si je puis dire, qui fait le jeu, en tout cas c'est pas le cas avec cet Empire's End. Donc quel est le but du jeu dans Empire's End? Eh bien obtenir le plus de points de victoire. Et comment est-ce que l'on fait? Eh bien de plusieurs manières, mais la manière principale sera de préserver les différents lieux de votre empire qui composent votre empire, parce que lorsque vous allez perdre, donc lorsque vous allez détruire un certain de vos lieux, eh bien vous allez perdre les points de victoire qui sont associés. Donc au départ vous avez tous les points de victoire liés associés à tous vos lieux qui sont prospères, voilà, c'est comme ça qu'on me dit. Tant qu'ils ne sont pas sinistrés, ils vous rapportent des points. Quand ils sont sinistrés, ils vont vous faire perdre des points. Et puis vous avez certaines cartes, comme des cartes comme ça, avec des scores finales en bas, qui vous permettront d'obtenir des points de victoire supplémentaires. Vous en obtiendrez aussi en cours de partie, mais la majeure partie des points de victoire se fera sur votre empire. Donc vous allez me dire, eh bien oui, mais c'est bien sympa tout ça, mais du coup, peut-être que le but c'est de faire en sorte que ce soit pas détruit. Exactement.
Mais pour ça, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est très simple. C'est un jeu qui est très simple, à mon sens, à comprendre. Maintenant, vous verrez que stratégiquement, il y a pas mal de choses. Donc, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est très simple. À chaque tour, vous allez avancer ce marqueur d'une case, et ça va donc donner la phase que vous allez jouer parmi tous les joueurs. Donc, si je viens ici, cette indication là de colonne brisée, c'est en gros la phase principale du jeu, c'est celle qui reviendra le plus, c'est la phase de fléau, et donc c'est là qu'on va rentrer la mécanique centrale de ce jeu, qui sont les enchères. Donc quand on n'a qu'une seule colonne, on pioche une carte, quand il y en a deux, alors on le voit ici par exemple, il y en a deux, et bien on en pioche une seconde. Donc là, j'en pioche qu'une seule, hop. Qu'est-ce qui se passe? On me dit que le fléau c'est une invasion, donc ça c'est uniquement du contexte. On regarde ici, on me dit que le lieu numéro 2 est ciblé, donc je prends mon marqueur de flamme et je le place ici. Donc vous l'aurez compris, il y a un second marqueur pour les moments où on aura 2 fléaux. Très bien, et à partir de là, on commence par le premier joueur. Chaque joueur va pouvoir, s'il le souhaite, investir une ressource parmi celles affichées pour éviter le fléau. Par exemple ici, moi je veux éviter et je mets, hop, du blé. Voilà, j'ai un adversaire, c'est son tour, alors je le prends là pour l'illustration, mais voilà, c'est son tour, il a un marteau, il met le marteau. L'adversaire d'en face, hop, lui pareil, il a du blé, très bien, il met du blé, et ça me revient à moi. Je peux tout à fait continuer comme ça. Et puis je peux me dire stop. Et si je me dis stop, c'est très simple. Je récupère les ressources qui ont été misées, que je mets derrière mon paravent, je détruis le lieu concerné en le retournant, hop, et je récupère cette carte que je vais pouvoir immédiatement glisser sous l'un des lieux, un des lieux prospères, attention, pas un lieu sinistré, pour éventuellement bénéficier de l'effet qui sera indiqué en dessous, donc au moment voulu. Voilà comment fonctionne une phase de fléau, il n'y a rien d'autre à savoir. Maintenant, vous avez la possibilité, je vais le donner maintenant, vous allez voir qu'au fur et à mesure des phases, vous allez pouvoir déclencher des différentes compétences qui se trouvent dans votre royaume. Par exemple ici en phase de fléau, qui est la phase que l'on vient de jouer, si je possédais déjà cette carte, si je fais une phase de fléau que je possède cette carte, eh bien je vais pouvoir placer un cube ici, donc ce sont des cubes en bois, alors ils ne sont pas nominatifs, hein, ce sont des cubes que vous allez prendre dans la réserve, pour pouvoir dépenser une hache plutôt que de la payer réellement. Par exemple, si j'avance un peu et que là on est sur un fléau où une hache est nécessaire, je n'ai pas encore utilisé ma hache, hop, très bien, je n'ai pas envie de donner de hache, donc je mets un petit cube pour dire, bah voilà, j'ai mis ça. Maintenant c'est au jour d'après. Donc l'idée c'est que vous allez miser sans réellement miser, et ça va passer au jour d'après, qui lui n'obtiendra pas la hache que vous étiez censé miser, si jamais il décide de passer. Voilà, en gros, c'est la petite subtilité supplémentaire pour les phases de fléau, mais sinon ça va fonctionner systématiquement comme ça. Ça, je vais le remettre là. On passe aux phases économiques. Donc la phase économique, vous allez déclencher tous les effets économiques, donc on en voit qu'il y en a quelques-uns de listés ici, notamment sur votre royaume au début, et vous allez, alors je vais retourner ça juste pour les besoins de la vidéo, hein, pour pouvoir vous expliquer, et vous allez les déclencher, donc c'est simultané, vous faites ça simultanément. Donc par exemple ici, ok, je gagne une hache, donc je récupère une hache, je gagne un marteau, je récupère un marteau, si je gagne du blé, hop, je récupère du blé. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que, hop, je reprends mon exemple de fléau. Admettons que j'avais déjà utilisé cette carte-là. Cet effet-là signifie que sur les lieux adjacents, si j'ai un cube en bois qui a été placé pour avoir utilisé une capacité, eh bien, je vais pouvoir les retirer. Donc, si j'en avais là et là, je pourrais retirer les deux. Et hop, à partir de ce moment-là, on peut réutiliser la capacité. Ce que l'on ne peut pas faire avant. On n'a pas de moyen. Enfin, quand on a placé un cube dessus, c'est pas à la fin du tour, on le retire. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment dans ces phases-là. Ou alors, si vous avez d'autres effets de cartes qui le permettent. Vous avez ici un autre effet économique qui vous dit que vous pouvez dépenser du blé pour récupérer soit un marteau, soit une hache. Ok, je prends une hache par exemple. Voilà. Et vous avez joué votre phase économique. Ni plus ni moins. Et ça, donc, ça se fait simultanément. Ici, on a encore une phase de fléau. Ici, on a une phase de fléau. Donc là, elle est scindée parce qu'à 3 joueurs, c'est 1 fléau. À 4 joueurs, c'est 2. Ici, on a une phase, donc, je la reprends, c'est la phase de croissance. Phase de croissance, donc même principe que la phase économique, vous allez pouvoir déclencher certains éléments. Mais attention, il y a des choses un peu particulières là-dessus. À chaque phase de croissance, vous avez la possibilité d'utiliser, de construire jusqu'à 2 cartes de votre main. Donc vous pouvez soit construire 2 cartes de votre main, soit vendre 2 cartes de votre main, soit construire une carte de votre main et en vendre une autre. Quand vous souhaitez construire, il va falloir payer le coût en marteau qui se trouve ici. Donc c'est soit 1, soit 2 marteaux. Mais attention, lorsque vous commencez la partie, vos villages vous permettent sur une carte de retirer un marteau et un deuxième village sur une autre carte de retirer un marteau. Je précise bien sur une carte. Vous n'avez pas la possibilité, si vous souhaitez construire une carte qui nécessite 2 marteaux, vous ne retirez pas les 2 marteaux, vous serez obligé d'en payer un. Mais au début, si vous avez des cartes 1 marteau, eh bien vous pouvez en gros construire ces 2 cartes gratuitement. Donc très bien, je les construis, hop, je les place en dessous.
Donc vous voyez, vous avez des cartes avec des effets, par exemple économie, ici si je dépense du blé, je gagne une hache et un marteau, contrairement à ce qui est noté là, l'un ou l'autre. Donc voilà, vous allez obtenir de différents effets de cette manière-là. Mais vous avez la possibilité donc de les vendre également. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vend? Eh bien tout simplement, voilà, je dis j'ai cette carte là, bah, je ne veux pas la construire, hop, je la place ici et je récupère une pièce. Et quel est l'avantage des pièces, contrairement aux autres objets, c'est que les pièces sont des jokers, vous pouvez les utiliser pour ce que vous voulez. Voilà, c'est tout simple, ni plus ni moins. Donc ça, c'est pour la phase de croissance. Je vérifie, vous avez la possibilité de reconstruire aussi des lieux. Donc vous voyez, sur les lieux qui sont prospères, vous avez le coût de reconstruction au cas où il deviendrait sinistré. Par exemple, cette ferme, hop, si elle devient sinistrée, ça me coûtera 3 marteaux. Donc vous pouvez reconstruire un seul lieu par phase de croissance. Donc là, par exemple, je pourrais dépenser 3 marteaux, tac, pour reconstruire ce lieu. Et donc récupérer les points de victoire et les effets qui sont indiqués dessus. Pareil, si vous aviez des effets en dessous, alors mauvais exemple ici, si vous avez des effets en dessous d'un lieu sinistré, parce que vous les avez mis au préalable et qu'il a été détruit ensuite, vous ne pouvez pas bénéficier des effets qui se trouvent en dessous. Donc à partir du moment où vous avez reconstruit, et bah bim, vous pouvez les récupérer de nouveau, donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Voilà pour la phase de croissance, alors je reprends ça parce que je ne veux pas oublier quelque chose. Mais voilà, c'est tout. Et si vous avez la possibilité évidemment d'activer toutes les capacités marron, donc là vous l'avez vu, la capacité qui vous permet de réduire le coût de 2 cartes. Et ici on a une autre capacité, ça ce sont vraiment un truc de base. Vous avez la possibilité d'intervertir des tuiles et c'est à partir de ce moment-là, entre autres, que vous allez commencer à créer de la symétrie dans les différents empires. Parce qu'au départ, je le rappelle, on commence tous pareil. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on poursuit. Double fléau, comment ça marche? C'est très simple. Vous en révélez 2. Et à chaque tour, le joueur actif, donc on commence toujours par le premier joueur, va devoir payer pour les 2, ou alors payer pour un et récupérer l'autre. Voilà comment ça marche. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, lorsque aussi on capitule et qu'on récupère donc en gros un fléau, donc là sur une phase où on est sur un seul fléau, on récupère aussi le premier joueur, donc ce sera le premier à miser. Quand on est à 2 fléaux, ce sera celui qui subira le deuxième fléau qui récupérera le premier joueur. Voilà comment ça fonctionne. Et on poursuit. Phase de conflit. Donc la phase de conflit, on révèle la première carte du paquet. Et comment ça se passe? Et bon, on a un système un peu Seven Wonders-ique, si je puis dire, Seven Wondersien, où vous allez devoir compter la totalité des doubles épées que vous avez là, qui sont des symboles militaires, grosso modo. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Et ensuite, vous allez pouvoir miser des haches et ou des pièces, qui sont des jokers, je le rappelle. Et donc ça, par contre, vous le faites face cachée. Donc là, hop, vous cachez votre main. 4, ok, on révèle en même temps. Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'en ai rajouté 4, donc j'arrive à 8. Quel est l'intérêt de ça? Déjà, le joueur qui aura placé le plus, ou les joueurs qui auront placé le plus à égalité, obtiendront le bonus sur la ligne de victoire. Ici, 3 points de victoire et une pièce. Donc on avancera de 3 points de victoire à une pièce. Et ensuite, on vérifiera les seuils qui sont indiqués. Si par exemple, vous avez misé 2 ou moins, eh bien, vous perdrez 3 points de victoire. Alors, miser 2 ou moins, c'est ridicule, parce que si vous le voyez, vous n'allez pas le faire, mais parfois, vous n'allez pas avoir de hache, et peut-être que vous n'aurez pas beaucoup de symboles de conflit. Donc dans ce cadre-là, ça risque d'arriver. De 3 à 5, vous allez donc gagner 2 points de victoire et obtenir du blé. Et 6 ou plus, 5 points de victoire et obtenir du blé. Donc ça, c'est pour tout le monde, par contre, attention. Vraiment, le côté victoire, c'est tous les joueurs qui auront le plus, ou le joueur si jamais il n'y en a qu'un seul. Par contre, les autres, c'est à chaque fois que quelqu'un a dépassé le seuil, eh bien, il obtiendra ce qui est indiqué. Attention cependant, vous avez quelques voilà, trucs comme ça. Là, on voit par exemple, c'est 3 et moins, 5 et 7. Il n'y a pas le 4. Et bien simplement, si vous misez 4, eh bien vous n'obtiendrez rien. Vous n'obtiendrez rien, pardon. L'idée derrière ça, c'est que vous pouvez juste, par exemple, vous êtes à 3, et bien vous n'avez pas envie de miser beaucoup de haches, vous en misez une de plus, et voilà, vous avez juste évité de perdre de points de victoire. Et pour tous les joueurs qui ne sont pas victorieux, donc qui n'ont pas atteint le maximum, enfin le maximum parmi tous les joueurs, eh bien il y aura une insurrection et il faudra dérouler ce qui est indiqué en dessous. Par exemple, ici on vous dit que votre lieu qui vous permet d'obtenir le plus de points de victoire, vous allez devoir l'interchanger avec le lieu en 7ème position. Là, mon lieu qui obtient le plus de points de victoire, c'est ma cité. Hop, avec le village qui est en 7ème position, on les intervertit. Voilà comment ça va marcher. Et ça, quel est l'intérêt de ça? Eh bien, c'est que lorsque vous allez placer certaines cartes, vous avez certaines cartes qui vont interagir. Par exemple, voilà, là j'ai cette carte épidémie. Si je la place entre 2 fermes, je vais pouvoir obtenir 2 symboles militaires lors des conflits. Vous voyez, hop, je vous montre ça. Donc là,
il y a marqué ferme à droite, ferme à gauche, ferme à gauche, ferme à droite. Très bien, j'ai réussi. Pour chaque ferme en fait que j'ai de chaque côté, j'obtiens un symbole militaire. Et bien dans ces phases-là, potentiellement, vous allez vous retrouver à devoir intervertir des lieux alors que vous n'en avez pas envie. Et puis bah voilà, vous perdez ce genre de choses. Ça existe aussi pour les points de victoire, ça existe aussi pour les collectes en économie pour récupérer du blé, des marteaux, des choses comme ça. Et donc ça va potentiellement altérer votre stratégie et votre manière de jouer. C'est un petit brin de chaos qui se glisse donc dans cette phase de jeu. Et vous avez vu toutes les phases de jeu. Ni plus ni moins. Et vous allez enchaîner les différentes phases de cette manière-là. Vous avez ici une petite subtilité où vous avez deux phases, donc la phase de croissance et la phase économique, et ça vous les faites, en fait chaque joueur les fait dans l'ordre qu'il le souhaite. C'est vraiment un truc qui est assez cool dans ce jeu, c'est cette simultanéité qui existe dans les différentes phases, sauf la phase de fléau évidemment, parce qu'on doit enchérir, ça semble assez logique. Mais donc vous allez devoir jouer de cette manière-là, de manière donc simultanée, et ça va forcément dynamiser vos tours de jeu. Donc parmi les cartes, on va dérouler un petit peu les cartes, parce que là je vous ai expliqué le jeu, finalement vous l'avez compris, voilà, ça je vous expliquais, donc si vous casez cette carte entre deux casernes, phase d'économie, en phase d'économie, vous obtiendrez 2 points de victoire pour chaque caserne adjacente. Là, la même chose, pour des voies, vous obtiendrez du marteau. Là, vous gagnez des pièces, voilà. Là, vous voyez, c'est typiquement les cartes conflits qui vous permettent d'obtenir des épées supplémentaires. Donc des épées qui sont, je le rappelle, des points de militaires nécessaires pour pouvoir gérer les conflits. Là, vous voyez, on a des cartes score final. Donc score final, c'est un fond orangé. Ici, on vous dit que vous obtiendrez 2 points de victoire par lieu qui est sinistré. Donc là, attention, il y a quand même un avantage à avoir certains lieux sinistrés. Et ici, par exemple, on va vous dire que le coût de réparation des lieux adjacents est réduit de 1. Voilà, vous l'avez placé là, ces 2 lieux sont détruits, eh bien, ça coûtera moins 1 marteau pour pouvoir les construire. Vous avez ce genre de choses-là qui vous dit que lorsque vous sinistrez le lieu en question, eh bien, lorsque vous sinistrez, donc là, vous êtes là, et puis il y a une flamme dessus, et puis vous acceptez le fléau, vous allez détruire le lieu, eh bien, vous récupérez la totalité des cubes que vous aurez placés sur le plateau. Là, vous voyez, vous gagnez 2 points de victoire par pièce. Celui qui a la majorité de lieux sinistrés, donc si vous avez la majorité de lieux sinistrés, vous obtenez 13 points de victoire. Et voilà en gros comment ça va fonctionner, les différentes cartes. Et vous continuez donc ainsi jusqu'à la fin de la partie. À la fin de la partie, évidemment, vous aurez une base de points de victoire qui sera obtenue grâce à des effets donc en cours de jeu, notamment dans des phases économiques. Et ensuite, vous allez additionner la totalité des lieux qui vous restent et qui ne sont pas sinistrés. Donc vous additionnez le tout, vous rajoutez les points de victoire et vous allez prendre évidemment tous les points de victoire qui vous sont octroyés par ces cartes orange, donc ces cartes de score final qui vous permettra donc peut-être de grappiller le nécessaire afin de passer devant vos adversaires. Et donc, vous savez jouer à Empire's End. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et c'est tout ce qu'il fallait voir concernant donc Empire's End, ce jeu de Lucky Duck Games, donc designé par John D. Clair. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, tout d'abord, sachez qu'à l'origine, lorsque j'ai lu le pitch, en tout cas de ce jeu, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus touffu, de beaucoup plus gros, de beaucoup plus chronophage, je dirais, mais pas du tout. Ici, vous êtes sur un jeu qui vous propose des parties de 45 à 60 minutes. Donc c'est ce qui est indiqué sur la boîte. Réellement, la première partie, elle est un peu plus longue parce que forcément, on appréhende un petit peu ce qui se passe. Néanmoins, vous avez donc un jeu qui est relativement dynamique. Pourquoi? Parce que vous allez faire des tours en simultané. Et ce qui est très intéressant et qui est une mécanique essentielle dans ce jeu, c'est la simultanéité des différentes phases que vous allez jouer, ce qui va apporter un dynamisme nécessaire dans ce type de jeu que propose donc Empire's End. Attention, déjà je mettrai un bémol, forcément à 2 joueurs c'est pas terrible, on va pas se mentir, à 2 joueurs on ne s'éclate pas comme à 3 ou 4. Alors, pardon, c'est pas terrible, je reviens en arrière, ce n'est pas la meilleure configuration. Parce que vous allez peut-être l'apprécier à 2 joueurs, et tant mieux pour vous. Néanmoins, c'est vrai que lorsqu'on a joué à 3 ou 4 joueurs, repasser sur une configuration de joueurs, on a l'impression de sortir de quelque chose de très important dans ce jeu, qui est le bluff, les prises de décision que vous allez avoir à faire au moment où le tour va vous revenir lors de ces phases justement de fléau. Et c'est quelque chose que vous perdez un peu lorsque vous jouez à 2, parce que le tour vous revient beaucoup plus facilement, et forcément, eh bien, quand on fait des enchères, c'est quand même beaucoup plus sympa quand il y a plus de joueurs. Donc c'est un jeu qui est dynamique, c'est un jeu qui est hautement stratégique, qui va vous demander de l'anticipation à partir du moment où vous allez voir donc forcément les différentes phases qui vont arriver, on le voit sur le plateau, hein, ça ne change jamais, donc qui est très stratégique dans ce sens-là, et donc avec cette dimension bluff et enchère qui vous permet d'avoir un jeu unique dans votre ludothèque. Vraiment, Empire's End, c'est quelque chose d'assez unique, et en plus, il rentre dans cette catégorie de jeux que l'on a peu, enfin moi que je recherche particulièrement, ces jeux que vous avez de 45 à 60 minutes, mais qui ne sont pas des party games, et qui ne sont pas des jeux que l'on a déjà vus comme des Dice Forge, et ce genre de choses-là. On est vraiment sur quelque chose de expert moins,
je dirais. Si je devais le classer, ce serait dans l'expert moins. Donc quelque chose qui vous pousse quand même dans vos retranchements et qui vous permet d'avoir quelque chose aussi de très interactif, parce que mine de rien, dans ces non-interactions que vous avez avec les autres joueurs, parce que c'est finalement ça que vous allez avoir, vous allez enchérir pour que ça ne vous arrive pas à vous, donc pour que ça arrive aux autres, donc c'est quand même une interaction qui est assez passive finalement. Eh bien vous avez quelque chose ici qui fonctionne du tonnerre autour de la table. Mais attention, forcément, il faut jouer un peu le jeu, si j'ai envie de dire, si je puis dire. Parce que si vous êtes autour de la table et qu'il n'y a pas un bruit, bah on va pas beaucoup s'amuser. Après ça, c'est un peu l'eau de beaucoup de jeux, hein, bien évidemment. Mais ici, c'est clair que si autour de la table, il ne se passe pas grand-chose, s'il n'y a pas beaucoup de discussions, s'il n'y a pas beaucoup de réactions, eh bien, on va vite entendre les mouches voler. Alors, c'est un tout petit bémol, hein, c'est même pas un bémol à dire vrai, c'est juste une réflexion. Parce que c'est vrai que si jamais vous n'avez pas le public nécessaire pour pouvoir jouer et pour pouvoir rendre ce jeu aussi intéressant qu'il ne l'est, eh bien ça risque d'être un petit peu, vous risquez de passer un peu à côté de quelque chose. Néanmoins, si vous avez la possibilité d'avoir un groupe de joueurs qui est totalement conquis par ce type de mécanique, eh bien là vous allez vous éclater. Vraiment, c'est un vrai plaisir de jouer à Empire's End, de voir son empire, excusez-moi, évoluer au gré des différents fléaux qui vont se produire, le fait de commencer à réfléchir à « Ok, moi je veux bien prendre ce fléau-là parce que je vais récupérer les ressources que je vais peut-être pouvoir investir plus tard pour pouvoir réparer cette tuile. » Puis en fait, vous arrivez plus tard et puis en fait, il y a un autre fléau qui arrive et vous allez peut-être le récupérer et peut-être pas. Et en fait, vous allez tourner en permanence comme ça. Vous avez donc du chaos forcément qui arrive en fonction des différentes cartes et des différents segments de votre royaume, de votre empire, je vais y arriver, qui sont impactés. Donc forcément, il faut réfléchir à tout ça. Et la partie évolue en permanence. Vous n'avez pas un chemin tracé tout droit. On n'est pas dans du pur déterminisme. C'est pas possible avec Empire's End. Parce que quand vous allez sortir la carte fléau, eh bien ça va peut-être changer radicalement ce qui va se passer dans votre partie. Parce que ça va être votre carte citée, la plus grosse de votre empire qui va être touchée. Mais là, vous n'avez pas la possibilité d'éviter ce fléau. Et alors là, vous allez donc jongler entre les différentes stratégies afin d'essayer de rebondir au mieux dans ce Empire's End, qui est un jeu que je vous recommande chaudement si vous avez la possibilité d'y jouer à 3 joueurs minimum, 3 ou 4 joueurs, je le rappelle, hein, ça va jusqu'à 4, et si vous avez donc forcément le bon groupe de joueurs, hein, ça tombe sous le sens, mais clairement, j'ai conquis dès la première partie, et je continue de l'être, c'est vraiment excellent ce Empire's End, et je vous le suggère fortement. Et c'est tout ce qu'il fallait voir donc concernant cette vidéo sur Empire's End. Si vous avez des questions, bien évidemment, laissez-les moi en commentaire. Je répondrai à la totalité de vos commentaires. Et puis si vous êtes d'accord, pas d'accord si vous y avez joué, je sais qu'il était présent à Octogone, j'ai eu quelques remarques par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je répondrai avec plaisir, et puis ça permettra de partager avec les différents joueurs qui passent par là, donc sur la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, bien évidemment. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, et à très bientôt sur la chaîne du jeu en carton. Et les amis, c'est le moment que certains d'entre vous attendiez avec impatience, le moment du tirage au sort pour remporter une copie qui est... Hop, et hop là, pour remporter cette copie, bon si j'avais un peu mieux préparé, je n'aurais pas eu ça à faire, cette copie donc d'Empire's End sous blister, édition Deluxe. Pour ça il suffisait de commenter sous la publication désignée sur Instagram ou sur TikTok, ou les deux du coup, et puis bah voilà, donc le tirage au sort c'est maintenant, et on le lance tout de suite. Et félicitations à toi Marc Nova 29, je te contacterai directement donc par Instagram pour les modalités d'envoi donc de cette boîte que tu viens de remporter, Empire's End édition Deluxe, tout neuf. Et voilà, à bientôt les amis.